Un crash d'OVNI, une troublante révélation et une mystérieuse vidéo, voici quelques éléments de l'étrange histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Et si nous n'étions pas seuls dans l'univers? Actuellement, l'univers observable contiendrait plus de 100 milliards de galaxies, qui, dans chacune d'entre elles, regroupent des milliards d'étoiles. Il est donc difficile de penser que nous sommes réellement les seuls êtres intelligents de l'univers. Depuis longtemps, l'être humain a fantasmé sur la possibilité que des êtres dotés d'une intelligence supérieure puissent être venus sur Terre. Bon nombre d'histoires d'OVNI, des objets volants non identifiés, ont été rapportées faisant régulièrement allusion aux extraterrestres. Pourtant, parmi tout ce qui a pu être raconté, une affaire ressort plus que les autres. Nous sommes aux États-Unis dans l'état du Nouveau-Mexique, le 3 juillet 1947. Le fermier William McBrazel prépare sa journée de travail quand au loin, il voit sur ses terres des débris. Des débris de quelque chose qui s'est écrasé, des débris de quelque chose qu'il a du mal à qualifier. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais il a en face de lui quelque chose qui fera parler pendant des décennies, touchant du doigt l'incroyable. Une histoire passionnante qui mériterait bien un épisode d'1 heure voire 1h30 tellement qu'il y a de choses à raconter. Aujourd'hui les amis, je vais revenir sur un événement qui a fait couler beaucoup d'encre, l'incroyable histoire de l'affaire Roswell. Nous sommes le soir du 2 juillet 1947 sur les terres de William McBrazel, propriétaire d'un ranch situé dans le désert près de la ville de Corona et non loin de la base militaire de Roswell. Le temps est mauvais et William passe la soirée à écouter le tonnerre, mais jusque-là rien d'inhabituel pour lui. Le lendemain, la tempête étant passée, il s'apprête à débuter sa journée de travail. De nombreuses tâches l'attendent pour gérer son important troupeau de moutons. Il est accompagné du fils des voisins et amis, la famille Proctor. Mais lorsqu'il se rend sur cette terre, il découvre alors avec stupeur des débris pour les moins inhabituels. Il ne ressemble en rien à ce qu'il a pu voir jusqu'ici. C'est grand, gros et il y en a absolument partout. Il pense alors à un énorme engin qui se serait écrasé dans son champ durant la nuit. Mais par le passé, il avait déjà eu la surprise de découvrir des débris de ballons météo. Mais cette fois, la matière était différente. La surface couverte par les débris s'étend sur 80 mètres de long et près de 1 km de large. À la fois étonné, excité et inquiet, il se rend chez les Proctor pour partager sa récente découverte. Alors tous ensemble, ils se rendent sur les lieux et découvrent cet étrange champ de débris. Excité par cette incroyable découverte et suivant les conseils de ses voisins, il garde cependant la tête sur les épaules. Quelques jours plus tard, il contacte le shérif du comté, George Wilcox. Ce dernier décide, comme la procédure l'y oblige dans ce genre de cas, à alerter la base militaire la plus proche, celle de Roswell. Le lendemain, le 7 juillet 1947, c'est le major Jesse Marcel et le capitaine Sheridan Cavitt qui viennent inspecter les débris. Les deux hommes sont dubitatifs et ne sachant pas exactement ce que c'est. Ils ramèneront des échantillons à la base et feront un rapport à leur hiérarchie. Le 8 juillet 1947, c'est le colonel William Blanchard qui se rend alors sur les lieux pour constater et récupérer cette fois-ci la totalité des débris. Entre-temps, la rumeur qu'un mystérieux engin qui s'est écrasé près de la ville de Corona circule dans tout le comté. Suite à cela et à l'effervescence du public autour de cet événement, le colonel William Blanchard demande au porte-parole du Roswell Army Airfield, le lieutenant Walter Haut, de transmettre un communiqué de presse pour les médias. William Blanchard lui dicte alors le communiqué qui dira, entre autres, « Les nombreuses rumeurs faisant état d'une soucoupe volante sont devenues réalité hier, lorsque le service des renseignements du 509e escadron de l'Air Force de la base de Roswell a pris possession d'un disque grâce à la coopération d'un rancher et du bureau du shérif du comté de Chavez au Nouveau-Mexique. » Incroyable, une soucoupe volante s'est écrasée et c'est confirmé par l'armée. Le Roswell Daily Record en fait sa une. Et en 1947, les médias, comme vous l'imaginez sans doute, sont en effervescence devant une telle annonce. Les conséquences logiques d'un tel engouement pour cette histoire, ce sont les appels incalculables reçus par les médias, les autorités et l'armée. Les gens veulent en savoir plus, mais sont aussi très inquiets. En effet, le climat est plutôt tendu durant la fin des années 40, et à juste titre. Car un peu plus d'une semaine plus tôt, une nouvelle va faire le tour de l'Amérique. Un homme a vu de ses propres yeux un groupe d'OVNI. Le 24 juin 1947, dans l'état de Washington, Kenneth Arnold, un chef d'entreprise et aviateur, réalise un déplacement au bord de son avion privé entre Chili's et Yakima. Vers 15h, il survole le mont Rainier quand d'un coup, il est aveuglé par des flashs lumineux, l'éblouissant et envahissant son cockpit. Quelques secondes après, Kenneth Arnold distingue au loin pas moins de 9 objets volants. Lui, qui est un aviateur
expérimenté n'avait jamais vu ce type d'engin auparavant. Il savait qu'il avait en face de lui quelque chose d'inhabituel. Mais ce qu'il l'était aussi, c'est que leur vitesse était incroyablement rapide. Kenneth Arnold va alors avoir l'idée de mesurer la vitesse de ces engins en comptant le temps qu'ils mettent entre le mont Rainier et Adams. Il comptera 1 minute 42 secondes au vu de la distance, ce qui lui donne approximativement une vitesse de 2600 km/h, soit plus de 2 fois la vitesse du son. Arrivé à Akima, il décrit ses observations. Il dira que ces engins ne volaient pas de manière conventionnelle. Ils semblaient onduler et il avait même l'impression qu'ils descendaient parfois pour ensuite remonter. Il dira aussi, pour décrire ce qu'il a vu, que ça lui faisait penser à des secoupes ricochant sur l'eau. Une description qui sera reprise dans la presse et transformée en secoupe volante. Le terme secoupe volante était né. Alors quand le 8 juillet 1947, dans le communiqué de presse sur l'OVNI écrasé près de Roswell, il est décrit par le terme secoupe volante, toute la population fait le rapprochement. Le public est en émoi, loin d'être rassuré. Est-ce que les extraterrestres sont là, parmi eux? Se sont-ils écrasés sur Terre? Les gens veulent savoir, les gens veulent connaître la vérité et les standards sont bombardés d'appels. Pour les autorités, il faut stopper cette frénésie et au plus vite. Un nouveau communiqué de presse est alors transmis par l'armée. Il évoque cette fois-ci une erreur. Par le terme soucoupe, il voulait évoquer plutôt la forme que sa potentielle provenance. Avant d'aller plus loin et de dire qu'il s'agit tout simplement des restes d'un ballon sonde pour étudier la météo. Une version officielle qui contentera tout le monde et que le public acceptera et oubliera complètement jusque dans les années 80. L'affaire Roswell est longtemps restée sous silence. En effet, les événements se sont passés en 1947, mais l'affaire reprendra de l'ampleur que 33 ans plus tard, en 1980. C'est l'écrivain Charles Berlitz et William Moore qui mettront en lumière cette affaire. Il faut savoir que Charles Berlitz est un auteur américain à succès, connu pour ses œuvres traitant des phénomènes paranormaux. Si certains apprécient sa plume et la qualité de ses informations, d'autres critiquent son manque d'objectivité et de recul scientifique. L'auteur romance les phénomènes paranormaux qu'il traite dans ses ouvrages. Et nous serions donc tentés de dire, par conséquent, que les faits révélés sur l'affaire Roswell sont eux aussi largement romancés. Pourtant, de nombreux témoignages viennent nourrir la thèse du crash d'OVNI. Dans le cadre de la sortie de leur livre, Moore et Charles Berlitz reviendront sur l'interview faite du major Jesse Marcel qui a participé à la découverte des débris. Quelques années auparavant, le major avait fait une très étonnante confession à Stanton Friedman, un célèbre ufologue. Lors de l'interview, il dira: Ça venait pas de cette terre, il n'y a aucun doute là-dessus. Je connaissais tous les matériaux utilisés en aviation et ça n'avait rien à voir, c'est impossible. J'ai su que je n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Aujourd'hui encore, je sais pas ce que c'est. Ça venait pas de cette terre. Des propos qu'il réitérera même à la télévision. Il ira même encore plus loin, en disant que le gouvernement a échangé les différents matériaux trouvés avec ceux d'un ballon sonde, afin d'étouffer l'affaire. Pourtant, malgré ce témoignage, il y a quelques points qui démentent cette version des faits. Dans son interview, il évoque des matériaux pour le moins extraordinaires. Cependant, le major Marcel parle également de matériaux tels que de la ficelle, de la toile ou encore du scotch, ce qui n'a rien d'extraterrestre. Après la sortie du livre, beaucoup de personnes se sont posé des questions et dans un premier temps, personne ne se souvenait d'avoir entendu parler d'une pareille découverte cette année-là. Tout le monde songe donc à une mauvaise farce, mais après quelques recherches, il s'avère que la presse évoque bel et bien ce 8 juillet 1947 une découverte incroyable, relatée par l'US Air Force elle-même, celle d'une soucoupe volante. Le communiqué de presse est retrouvé daté, établissant clairement les faits et appuie donc la thèse de la visite extraterrestre ou du moins de la présence d'une soucoupe volante. Jesse Marcel dit-il la vérité? Ce qui est sûr, c'est que le livre se vend en millions d'exemplaires. Jusque dans les années 90, de nombreux autres témoignages vont faire surface. Le problème, c'est que certains d'entre eux sont très peu fiables et renforcent donc la théorie du canular ou du simple ballon sonde. L'une des plus marquantes est sans nul doute celui d'une ancienne stagiaire d'Albert Einstein, Shirley Wright, alors âgée de 18 ans. Elle sort de l'ombre en 1993. Shirley, une étudiante prometteuse, fut choisie pour accompagner le prix Nobel dans la plupart de ses recherches et investigations. Einstein aurait pris la jeune fille sous son aile durant l'été 47 lorsqu'il fut appelé pour une réunion de crise à l'US Air Force pour analyser les restes d'un engin.
Selon ses dires, le hangar où était stocké l'engin était fortement gardé par des militaires armés. Elle parle d'un objet concave, endommagé sur un côté, composé de matériaux qui sembleraient réfléchir la lumière à une certaine distance, mais qui devenaient ternes lorsque l'on s'en rapprochait. Toujours selon ses dires, Albert Einstein lui-même n'aurait pas été plus surpris que cela par cette découverte. Pour lui, c'était un espoir pour mieux comprendre l'univers et un atout pour nos deux mondes. Elle décrit également quelques éléments du corps des aliens découverts près de la machine volante. Shirley Wright est âgée de 64 ans lorsqu'elle est interviewée au sujet de cette histoire. Il est donc fort probable qu'elle n'ait pas menti pour la gloire, la reconnaissance ou même pour faire le buzz. Cela ne lui aurait apporté ni argent ni célébrité. Pourtant, là encore, on note quelques incohérences, notamment sur les lieux précis de la découverte qui ne concordent pas exactement avec les autres éléments parus dans les médias. Même si les différentes archives d'Albert Einstein ne peuvent prouver ses déplacements à l'été 1947, tout cela paraît très gros pour être vrai. D'ailleurs, d'autres s'étonnent également qu'une stagiaire ait pu être mise dans la confidence d'une telle mission. Cela paraît en effet étonnant que l'on permette à une personne si jeune et sans expérience de participer à de telles investigations classées top secret. Malgré tout, cela reste une pièce en plus dans l'affaire Roswell qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Toujours en 1993, une mystérieuse vidéo fait surface. C'est ni plus ni moins que l'autopsie d'un extraterrestre mort lors du crash de la soucoupe volante en 1947. Le caméraman qui a filmé ces images à l'époque les a récupérées dans les archives de l'armée pour les transmettre à un producteur londonien. Pour lui, il tenait enfin une vraie preuve sur cette histoire et il fallait absolument que les gens connaissent la terrible vérité. De ce fait, le producteur vend les droits de diffusion de ces images à de nombreux pays. En 1995, en France, ça sera TF1 et dans l'émission L'Odyssée de l'étrange présentée par Jacques Pradel que les images seront diffusées. En tout, ce n'est pas moins de 27 pays qui diffuseront la vidéo, révélant alors pour la première fois aux yeux du monde les images d'un extraterrestre. Le film dure environ 15 minutes et laisse largement entrevoir les blessures de l'extraterrestre lors du crash, ses yeux noirs et ses 6 doigts. Le fait que peut-être que cela soit un être humain mal formé est là, mais aucune pathologie connue de la médecine ne peut expliquer la structure organique du corps. Parmi les invités et l'animateur sur le plateau, le doute persiste. Le producteur londonien est même invité à témoigner en direct, stipulant que tout est vrai. L'émission fait un bruit retentissant et réalise son record d'audience avec 6 600 000 téléspectateurs. Mais après la diffusion, le programme est décrié dans la presse comme un énorme canular. Bon nombre d'autres émissions et articles essaieront de prouver par A plus B que tout cela était faux sans jamais en avoir la certitude. Le producteur londonien, quant à lui, restera sur ses positions, affirmant bel et bien que les images sont authentiques et continuera à vendre en parallèle la vidéo. À la télévision américaine, les images sont diffusées dans un documentaire de la Fox intitulé Alien Autopsy Fact or Fiction. En tout, le producteur londonien gagnera plus de 30 millions de francs, soit environ, avec l'inflation aujourd'hui et si je dis pas trop de bêtises, plus de 6 400 000 euros. Il faudra attendre 2005 pour qu'il avoue que tout cela n'était qu'une immense supercherie. En parallèle, l'affaire Roswell est toujours là et prend véritablement de l'ampleur. Suite à la diffusion de cette vidéo, les autorités américaines décident de réagir. C'est trop, l'histoire de Roswell prend trop d'ampleur. Et c'est le sénateur du Nouveau-Mexique qui va prendre les devants en réclamant une enquête interne auprès de l'US Air Force. Une enquête qui sera refusée. Il sollicite alors le GAO, qui est l'organisation de surveillance du Congrès. Fait totalement curieux et inattendu, tous les documents administratifs de mars 1945 à décembre 1949 ont été détruits. Aucune preuve matérielle ne peut donc permettre de clarifier la situation. Mais le plus déconcertant dans tout cela, c'est qu'on ne retrouve aucun bordereau de demande de destruction. On ne sait donc pas quand, qui et pourquoi ces documents ont été détruits et sous quel ordre. Finalement, l'armée, estimant sans doute qu'il fallait mettre un terme à ce débat sans fin, décide de produire un rapport de 800 pages en 1995. Dans ce rapport, l'US Air Force reconnaît de ne pas avoir dit toute la vérité sur ce projet. S'il s'agit bien d'un ballon sonde qui s'est écrasé, il n'avait rien à voir avec une quelconque recherche météorologique, mais avait plutôt pour but d'espionner l'ennemi soviétique dans ses avancées sur l'arme nucléaire. Par-delà et au vu du contexte géopolitique de l'époque entre les deux pays, peut donc comprendre que ce genre d'informations ne s'ébruite pas au-delà de la frontière. Pour rappel, les États-Unis venaient 2 ans plus tôt de faire la plus grande démonstration de force de l'histoire avec les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki.
D'ailleurs, ça ne ressemblait en rien aux autres types de ballons-sondes. Cela pouvait atteindre jusqu'à 200 mètres de hauteur et était équipé de microphones et transmetteurs radio afin de relayer les signaux. Le but étant de capter les ondes sonores effectuées par les essais nucléaires soviétiques. Enfin, le rapport indique aussi que la base militaire de Roswell n'était pas du tout au courant de ce type d'opération ultra secrète. Cependant, si ça peut expliquer les débris, rien ne permet de comprendre les éléments évoquant de possibles extraterrestres retrouvés sur les lieux, les détails n'étant pas tout à fait clairs. Qu'à cela ne tienne, l'armée fournit un deuxième rapport 2 ans plus tard. Restant évasif sur le sujet, elle propose cette fois que les cadavres d'aliens avaient sans doute été une méprise concernant la récupération de mannequins humanoïdes. Cela aurait pu être confondu lors d'un crash d'avion militaire lors d'opérations de test. Néanmoins, et malgré toutes ces explications qui semblent contenter la plupart des personnes, en juin 2007, dans le livre de Tom Carey et Donald Schmitt, Witness to Roswell, ils mettront à jour une étonnante révélation. Vous vous souvenez du lieutenant Walter Haut, porte-parole du Roswell Army Airfield, celui qui a transmis le premier communiqué de presse en juillet 1947 parlant de la découverte d'une soucoupe volante avant d'être rectifiée par la suite? Et bien en 2002, il fera une déclaration notariée sous serment. Selon son souhait, cette déclaration devra être rendue public après sa mort, ce qui arrivera en 2005 et qui sera rendu donc public dans le livre de Tom Carey et Donald Schmitt. Dans sa déclaration, il affirme avoir été aux côtés du colonel Blanchard le mardi 8 juillet 1947. Le colonel l'a emmené voir l'objet qui a été récupéré et stocké dans le bâtiment 84. Un objet qui, pour lui, avait la forme d'un œuf avec une surface qui lui semblait être métallique. À côté, une morgue provisoire a été installée. Plusieurs petits corps d'environ 1,20 m sous une bâche en toile y étaient entreposés. Des corps qui lui semblaient bizarres, notamment avec une tête disproportionnée. Il finit par déclarer « Je suis convaincu que ce que j'ai observé était une sorte d'appareil et son équipage venu de l'espace. Je n'ai été payé et je n'ai reçu quoi que ce soit de valeur pour faire cette déclaration et c'est la vérité selon mes souvenirs. » Cette révélation a fait l'effet d'une bombe et tout de suite cela a été remis en doute. Alors est-ce que l'on est en face d'une nouvelle supercherie ou alors une vérité incroyable? Le mystère reste entier. Et s'il y a quelque chose qui est sûr, c'est que l'affaire Roswell n'a pas fini de faire couler encore beaucoup d'encre. Si vous souhaitez ne pas louper les prochaines vidéos, je vous laisse cliquer juste là. Et si vous voulez voir un nouvel épisode, je vous laisse cliquer juste ici. Quant à moi, je vous dis à tout de suite.